Sur le podcast Apprendre à apprendre une langue, vous allez pouvoir écouter des interviews de polyglottes passionnés. Donc la passion, ça c'est sûr, ils l'ont tous en commun. Mais ce qui les différencie, ça va être leur méthode. Il n'y a pas de méthode universelle, de méthode d'apprentissage universelle, mais vous allez pouvoir, avec toutes ces interviews, vous enrichir de leurs expériences pour améliorer votre propre apprentissage. Mon 5e invité était Gaston de Rennes. Donc j'étais vraiment contente de pouvoir échanger avec lui. Il nous a partagé sa façon à lui d'apprendre les langues d'une manière très naturelle, et avec beaucoup de plaisir et beaucoup de gentillesse. Et donc on a échangé sur plein de petites choses. Est-ce qu'il conseille d'apprendre avant de voyager ou sur place? Comment il utilise Anki, une application de répétition espacée? Il a parlé de son livre aussi, qui a été traduit dans 15 langues, mais pas en français, à son grand désespoir. Donc voilà, on a échangé de manière naturelle sur sa façon d'apprendre les langues. On a parlé de grammaire aussi, évidemment. Et il m'a même recommandé un prochain invité pour le podcast. Donc j'espère que vous allez apprécier ce podcast autant que moi. Je laisse place à ma conversation avec Gaston. Bonjour Gaston. Bonjour Céline. Justement, on va commencer directement comme ça. Comment as-tu appris plusieurs langues? Quelle langue es-tu capable de parler? Et comment tu fais quand tu veux apprendre à parler une langue? Ce sont beaucoup de questions. D'abord, je raconterai un peu comme je les ai apprises moi-même au cours de ma longue vie. D'abord, j'ai eu la bonne chance d'apprendre 2 langues maternelles, on peut dire, parce qu'en famille et généralement dans la région, on a parlé une langue régionale aux Pays-Bas, n'est-ce pas, le limbourgeois. Et évidemment, j'ai appris aussi le néerlandais, qui est la langue nationale que j'ai appris en école, par la télé, etc. Et c'est la langue que j'utilise plus maintenant, parce que je n'habite plus le Limbourg. Alors, j'habite une région où on parle seulement le néerlandais. Alors, au collège, j'ai dû étudier l'anglais, le français, l'allemand, mais à vrai dire, cette éducation formelle n'a servi qu'à jeter les bases, pour ainsi dire, de mes compétences linguistiques. Ce qui a été beaucoup plus décisif, c'est la pratique, le besoin pratique. Parce que, par exemple, dans mon adolescence, j'avais une petite amie allemande, ce qui m'a quasiment forcé à perfectionner mon allemand. À l'université, j'ai appris l'espagnol parce que j'en avais besoin pour un stage que j'ai fait en Amérique latine. En revanche, mon anglais et aussi mon français sont restés plutôt faibles, très faibles. Après, j'ai commencé à travailler d'abord comme journaliste, et là, la langue qui est la plus utile, c'était ni l'allemand ni l'espagnol, sinon évidemment l'anglais. Alors, au cours de beaucoup d'années, je suis arrivé à un niveau d'anglais qui est bon, à force de lire, d'écouter, converser, etc. Quant au français que nous parlons maintenant, ma relation avec cette langue a toujours été un rapport d'amour-haine pour beaucoup de raisons. Je le lis assez bien, mais je n'ai presque jamais eu besoin de le parler, à vrai dire seulement en vacances. Et dans les conversations spontanées, j'ai préparé un peu cette interview, mais dans les conversations spontanées, je rencontre très vite des obstacles de vocabulaire. Et en français, souvent, je me sens comme un idiot qui ne sait pas s'exprimer de manière adulte et nuancée. Une chose qui n'aide pas non plus, c'est, à vrai dire, l'attitude générale de beaucoup de Français vis-à-vis des étrangers qui essaient de parler votre langue, tandis que les Italiens et les Espagnols encouragent beaucoup les visitants et applaudissent des efforts dans leur langue. En France, ce n'est pas toujours le cas. Et
excuse la généralisation, mais ça a été très ennuyeux parfois. Oui, en France, on n'a pas compris que l'erreur est utile pour progresser. Absolument. Je ne sais pas si les Français ne l'ont pas compris, mais c'est absolument vrai qu'elles sont très utiles, elles sont nécessaires. Elles sont presque le moyen plus efficace pour graver dans la mémoire la forme correcte. Et après, j'ai étudié un peu d'autres langues aussi, comme le turc, l'italien, le russe, le tchèque, le vietnamien. Dans mon livre Babel, j'ai écrit un chapitre sur mes aventures en vietnamien, qui est une langue très difficile pour nous, les Européens. Mais les langues que je parle, ce sont seulement les 6 que j'ai mentionnées d'abord. Les autres, je ne parle pas. Je lis un peu... Ah non, je ne les lis pas. Je lis un peu l'italien, le portugais, les langues scandinaves, mais le turc, non. Le russe, c'est trop difficile. Il faudrait y mettre beaucoup plus d'attention, plus de temps. Je devrais faire un plus grand effort. Oui. Mais puis, et maintenant, j'étudie le polonais. Ça c'est vrai, et j'avance un peu. Alors, j'espère que je vais conquérir une langue slave. Et j'imagine que quand on parle plusieurs langues, pour réussir à s'en rappeler, pour pas qu'elles disparaissent de notre mémoire, il faut les utiliser. Enfin, il faut parler, écrire, lire. Si on reste plusieurs mois ou plusieurs années sans pratiquer, bah après, hop, ça disparaît. Oui, c'est vrai. Par exemple, l'année passée, j'ai pris des leçons de conversation en français. C'est fréquent que j'utilise le site Wikipédia, et ça existe dans beaucoup de langues, n'est-ce pas? Et parfois, j'utilise, et parfois, j'ai besoin de versions différentes. Ça peut passer que j'utilise la version allemande très souvent, française aussi, espagnole, et même si j'en ai vraiment besoin, je traiterai d'utiliser la version russe, et je me sers aussi de Google Translate. Ce n'est pas une question de honte, ça aide, c'est très utile, et ça m'aide aussi à comprendre un peu plus le russe. Il faut être pragmatique, je crois. Google Translate et d'autres logiciels de ce type, c'est très utile. Oui. Moi, j'utilise plutôt DeepL. Ça s'appelle comment? DeepL, DEEPL.com. Yeah. Oui, moi aussi, mais ça sert seulement pour 10 ou 12 langues, je crois. Mais c'est vrai, cette année, j'ai utilisé DeepL beaucoup. Ouais. Oui, ce qui ne doit pas être facile quand on parle beaucoup de langues, c'est de trouver du temps pour entretenir chaque langue. Oui, eh bien, dans mon cas, ce sont seulement 6. J'ai parlé avec des polyglottes, des vrais polyglottes qui en parlent 20 ou 30, et ça doit être difficile de les maintenir, comme tu dis. Ouais. Et comment vous avez fait pour les apprendre? Est-ce que vous préférez apprendre de manière autodidacte, tout seul, par vous-même, ou est-ce que vous préférez apprendre en suivant un cours ou d'une autre manière? Ce que je préfère, maintenant que j'ai étudié et appris déjà quelques langues, c'est la manière autodidacte, parce qu'à vrai dire, dans les cours, souvent, je m'ennuie. Mais c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire de commencer à pratiquer, à converser avec les gens dans un moment donné. On ne peut pas continuer à apprendre seul. Pour moi, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et la pratique, ça aide beaucoup à mémoriser les mots, à rendre automatique les règles de grammaire. Par exemple, maintenant, et aussi, ça aide à maintenir la discipline. Maintenant, j'ai des leçons
en polonais avec une polonaise qui habite à Istanbul, en Turquie. Je sais que le samedi, j'aurai une leçon avec elle et ça m'encourage, ça me stimule à m'asseoir et étudier un peu. Oui. Parce que sinon, je me mets dans l'embarras le samedi. Le fait que ça soit planifié, le fait que ça soit planifié, ça évite de procrastiner. Exactement. Voilà. Oui. Et aussi, j'utilise une application, une appli, je crois qu'on dit en français, n'est-ce pas, qui s'appelle Anki, peut-être tu connais, que ce sont des flashcards, des cartes d'apprentissage. Et chaque jour, ces cartes comment dit-on, me souviennent? Non, ne me souviennent pas. Tu veux dire que Anki te propose les cartes que tu dois réviser, c'est ça? Oui, ça aussi. Mais je voulais dire, je reçois un signal pour continuer la pratique. Une notification, un petit message. Exactement. Oui. Et parce que moi, j'ai voulu tester Anki. J'explique pour les auditeurs, en fait, c'est une application qui permet de réviser les mots de vocabulaire d'une manière répétée. Donc, tous les mots, si on s'en rappelle bien, bon, il va nous les proposer moins souvent, mais les mots qu'on a du mal à se rappeler, il va nous les reproposer plus souvent. Et est-ce que tu as pris la version payante pour pouvoir... ou la version gratuite, déjà? De Anki? Oui. Mais je crois qu'Anki est gratuite, sauf pour le téléphone Apple. Je crois que toutes les autres versions sont gratuites. D'accord. Parce que moi, j'ai vu les deux. Alors, j'ai pas pris encore la version payante, mais la version gratuite, je sais pas, j'arrive pas à m'en servir. Et moi, je trouve que ce qui est important, c'est de pouvoir mettre nos propres mots, pas les mots que le logiciel choisit pour nous. Moi, du coup, je le fais pas avec le Anki, avec l'application, je le fais avec des petites étiquettes à la main. Mais je fais justement ça. Je mets les propres mots et j'ajoute des fichiers sonores et j'ajoute des mnémotechniques qui m'aident à moi. Et j'ajoute parfois des images ou des mots en... comment ça s'appelle, API, l'alphabet phonétique, c'est ça, oui. Alors, la version d'Anki que je connais est très flexible. D'accord. Et c'est sur l'ordinateur que tu l'utilises? Eh bien, j'ai acheté aussi la version pour le téléphone, mais je crois que ça coûte 25 €, quelque chose comme ça. C'est assez cher. Oui, mais c'est rigolo parce que j'ai fait un autre podcast, j'ai deux chaînes, enfin deux podcasts différents. Et hier, j'ai fait une interview avec un chercheur scientifique qui parlait de l'espacement des apprentissages, quand on espace les apprentissages. On apprend, on attend quelques jours, on apprend, on attend quelques jours. Et ça, maintenant, au niveau scientifique, on sait que c'est vraiment, ça fonctionne. Et que plus on espace les apprentissages, enfin le but, c'est de pouvoir se rappeler, même dans plusieurs mois, même dans plusieurs années, et que les éléments, ils soient dans la mémoire à long terme, pour s'en rappeler pour toujours. Oui, et Anki fait justement ça, ou pour mieux dire... t'aide à faire justement ça. J'ai trouvé une recommandation d'Anki dans le livre de cet Américain Weiner, je crois, W-Y-N-E-R. D'accord. Je crois qu'il a écrit un livre, un manuel de l'apprentissage des langues. Il est bien fameux, mais je ne me rappelle pas son nom de famille. Il est connu. Ah oui, ça serait intéressant. Si jamais tu le retrouves, tu m'enverras un petit message, comme ça je pourrais mettre dans les notes de l'épisode pour les auditeurs s'ils veulent regarder. Oui, je l'ai trouvé déjà. Il s'appelle Gabriel Weiner, W-Y-N-E-R. Et son site s'appelle en anglais fluentforever.com. C'est-à-dire fluent, trait d'union, forever.com.
Je crois que je l'ai invité aussi sur le podcast. Ah, d'accord. J'ai essayé d'inviter tout le monde. Je ne le connais pas personnellement, mais son livre est intéressant. D'accord. Et donc oui, toi, tu préfères apprendre quand même de manière autodidacte pour être sûr d'apprendre ce dont tu as besoin. Mais évidemment, si tu veux apprendre à parler, bah, c'est en parlant avec des gens que tu vas pouvoir apprendre à parler. Oui, Voilà. c'est ça. Mm. Il faut ajouter que de toutes les... Bon, eh bien, je trouve la lecture et même écrire parfois plus facile que parler et surtout entendre ce que disent les autres personnes. Mm. Je crois que cette question d'entendre, c'est une question eh bien, c'est un défait presque dans ma tête, parce que j'ai la même chose dans ma langue maternelle, à vrai dire. J'ai parfois des problèmes à entendre ce que disent les gens. Mais je crois que eh bien, ce ne serait pas intéressant si ça ne... Eh bien, c'est intéressant parce que je crois que les talents et les faiblesses des personnes sont bien différentes. Et dans mon cas, c'est comme ça, mais pour toi et pour d'autres personnes, ça peut être différent. Et il faut toujours trouver sa propre façon, sa propre manière d'étudier les langues, je crois. Oui, j'ai l'impression d'avoir déjà compris qu'il n'y a pas de méthode universelle qui pourrait convenir à tous et que chacun a sa propre façon d'apprendre et puis on va pas être tous intéressés par la même chose. S'il y a un sujet qui nous passionne, et ben du coup on peut en profiter pour apprendre ce sujet dans la langue qu'on souhaite apprendre. Ça aussi, oui, oui, ça aussi. Ou peut-être si tu as lu un livre qui t'a intéressé en français ou en ta langue maternelle, c'est une bonne idée de lire ce même livre dans la langue que tu veux apprendre. Par exemple, je me rappelle que, il y a 30 ans, d'abord j'ai lu le livre L'histoire interminable de Michael Ende en allemand, et c'est un livre allemand. Et puis, je l'ai lu en vacances en espagnol. Et ça m'a aidé beaucoup parce que j'ai su déjà comment se développe l'histoire et j'ai reconnu ou j'ai pu deviner beaucoup de mots parce que je me rappelais la version allemande. Et bien, c'est utile et c'est marrant aussi. Oui, oui. Et puis on peut faire ça aussi. Est-ce que tu le fais toi aussi avec les séries ou les films à la télé? Oui, bien sûr. Eh bien, je suis un homme des livres, mais tu as raison, ça fonctionne aussi pour les films et pour les podcasts. Eh bien, les podcasts ne sont pas publiés dans plusieurs langues, je crois, mais si un thème, si un sujet t'intéresse, c'est une très bonne idée d'écouter des podcasts ou des livres sonores, encore des livres, dans cette langue. Le premier podcast que j'ai fait avec Scott Young, Scott Young a écrit un livre, Ultra Training, et je suis en train d'écouter l'audio-livre en x0,9, donc pas la vitesse normale x1, un tout petit peu en dessous de la vitesse normale, et je suis en train d'essayer d'écouter. Bon, c'est difficile quand même, mais voilà, je pense que c'est une bonne... Plus vite ou plus lentement? Un tout petit peu plus lentement. Plus lentement, d'accord. Mais voilà, j'écoute l'audio-livre et puis j'essaye de comprendre. Voilà, et je pense que entendre, est-ce que tu confirmes, entendre les sons, c'est vraiment important en fait. Parce que si on n'entend pas les sons, eh ben on peut pas comprendre la personne qui nous parle. Et si on les prononce pas bien, la personne ne nous comprendra pas. Donc, est-ce que toi, tu commences toujours par étudier une nouvelle langue en essayant de bien prononcer les sons de la langue? Oui, absolument. J'y dédique beaucoup d'attention. C'est pourquoi j'ajoute ces fichiers sonores à mon application Anki, parce que de cette façon, chaque fois que j'étudie un mot, je l'écoute aussi. Parfois, j'ajouterai plusieurs versions du même mot. Et en parenthèse, c'est une des
de plusieurs raisons pourquoi le vietnamien a été très difficile pour moi, parce que cette langue a des dialectes, des accents très, très forts. Même les Vietnamiens eux-mêmes, parfois, ont difficulté à comprendre les gens d'autres régions. Les gens du Sud ne comprennent pas toujours les gens du Nord ou du Centre. Alors moi, le pauvre étranger, souvent je n'avais pas d'idée ce qu'on a dit. J'ai pu lire certains mots, mais pas entendre, parce que la prononciation était tellement différente. Presque comme le français et l'occitan, peut-être, ou comme le français ou l'italien. Non, pas l'italien, l'occitan, je dirais. D'accord. Et à quel moment tu commences à étudier la grammaire? Quand tu débutes l'apprentissage d'une nouvelle langue, au bout de combien de temps? Et après avoir... Qu'est-ce que tu fais en premier et à quel moment tu commences la grammaire? Personnellement, je commence immédiatement à étudier la grammaire, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée pour tous. Je le fais, moi, parce que théoriquement, je sais beaucoup sur la grammaire des langues. J'ai écrit sur ce thème. Mes livres sont partiellement sur la grammaire des langues, aussi sur d'autres sujets, mais beaucoup sur les grammaires. Alors, quand je veux apprendre un peu l'italien, c'est tellement pareil à l'espagnol que ce serait un absurde de ne pas utiliser les connaissances que j'ai de l'espagnol en apprenant l'italien. Et la grammaire, c'est un élément où les similitudes, similitude, c'est quoi? Oui, c'est ça. Oui. Alors, la grammaire, c'est un élément où les similitudes sont très, très fortes, avec le français aussi, entre l'italien et l'espagnol, plus encore, je crois. Mais peut-être... non, mais je crois qu'apprendre la prononciation et aussi l'orthographe, ça doit avoir la priorité. Alors, je recommanderais dédier un peu de temps à ces deux choses d'abord, et la grammaire, c'est l'élément prochain qui vient après. Mais je dis ça purement en base à mon expérience, n'est-ce pas? Oui. Je n'ai pas de connaissances théoriques sur cette question. C'est possible que les profs, comme toi, tu es une professeur, n'est-ce pas? Oui. Qu'ils ont des idées théoriques très différentes, et je ne dis pas que ça ne soit pas vrai. C'est simplement ma propre expérience. Oui. Et toi, comme tu connais bien la grammaire, quand tu apprends une nouvelle langue, tu vas t'appuyer sur tes connaissances en grammaire sur la première langue pour étudier la deuxième. C'est ça, tu vas... Oui, mais ça arrive, ça passe automatiquement. Mais maintenant que j'apprends, que j'ai étudié le polonais, eh bien, le 80% de la grammaire polonaise est très pareille à la grammaire russe et la grammaire tchèque que j'ai apprise avant. Et il y a des différences, surtout dans les cas des substantifs, et il y a d'autres différences aussi, mais c'est vrai que tandis qu'on apprend la langue européenne, qui ne soit pas le finlandais ou l'hongrois, les grammaires qu'on connaît déjà toujours vont t'aider. Mais ce n'est pas le cas pour la langue africaine, la langue asiatique. Alors là, on se trouve dans un terrain tout à fait différent. D'accord. Et j'ai déjà entendu des polyglottes conseiller de parler dès le début, dès les premières semaines, même si on n'a pas encore beaucoup de vocabulaire, même si on vient juste de commencer. Certains polyglottes conseillent de parler avec quelqu'un, pas forcément par internet ou dans la vraie vie, mais vraiment de se lancer directement à parler. Est-ce que toi, c'est ce que tu fais ou pas?
Avec les profs, oui. Dans la pratique, c'est-à-dire avec d'autres personnes, je crois que ça dépend du caractère de la personne. Euh, Si tu es très extraverti et tu aimes bien les expériences extrêmes, je crois que ça peut être une bonne idée, tu peux aimer ça. Moi, je suis un peu plus introverti et euh, non, pour moi, ça ne fonctionne, ça ne marche pas. Parce que avec par exemple, maintenant, avec la prof polonaise, oui, je fais ça et je sais que je fais beaucoup de fautes et ça ne me donne pas de honte. C'est OK, c'est d'accord. Mais j'étais en Pologne il y a 2 mois, avant la crise de Corona, et j'ai essayé de parler avec les gens, mais ça n'a presque pas marché parce que c'était très difficile de me faire comprendre et aussi les gens n'ont pas toujours la patience et le temps pour t'écouter et je comprends ça, c'est normal. euh, alors je ne sais pas comment on fait ça, ce n'est pas, euh, ça c'est pas pour moi. Oui. Oui, tu veux dire que ça dépend Lamentablement. vraiment. Ouais, ça dépend vraiment de notre personnalité, si on aime, Oui, voilà, si on aime se jeter à l'eau ou pas. Et oui, peut-être que dans la vraie vie, si on croise quelqu'un en achetant son pain, la personne va pas forcément avoir du temps pour nous répondre et tout ça. Mais alors qu'on peut, par internet par exemple, on peut trouver quelqu'un, faire un échange avec une personne. Si on n'a pas d'argent, on peut oui, très bien faire un échange et se mettre d'accord oui. sur comment on fait, de quoi on parle, et les erreurs. Tu parlais des erreurs. Moi, je pense que ça peut être bien de dire à la personne, ne m'interromps pas à chaque fois que je fais une erreur, sauf si tu comprends pas ce que je veux dire. Mais si tu me comprends, ne m'interromps pas. Et puis envoie-moi un petit message après pour me dire, tu as dit ça, mais c'est comme ça qu'on dit. Tu as dit ça, mais c'est Oui, comme ça. oui, tu as tout à fait raison, c'est très utile, mais ça, c'est plus fusible, possible pour vous, les francophones, que pour nous, les néerlandophones, parce qu'il n'y a pas tellement de monde dans le monde, pas tellement de personnes dans le monde qui veuillent apprendre le néerlandais. Alors, c'est plus difficile de faire un échange. Ah oui, d'accord. Euh, Peut-être si on a beaucoup de confiance en soi, on peut dire je vais échanger entre mon anglais et votre polonais ou turc ou quoi que ce soit. Mais bien sûr, comme l'anglais n'est pas ma langue maternelle, ça c'est un peu Hmm. alors c'est pas la meilleure idée peut-être. J'avais pas pensé à ça. Et est-ce que tu as beaucoup voyagé ou en général tu apprenais les langues chez toi, à la maison? J'ai voyagé, oui. Euh, Quand j'avais 25, 30 ans, je parlais vraiment bien l'espagnol. Et ça, c'était parce que après de l'apprendre dans l'université, j'ai voyagé pas mal. J'ai fait une pratique, un stage comme étudiant au Pérou et après comme journaliste Équateur et dans quelques autres pays. Euh, et oui, j'ai appris l'allemand, comme j'ai dit déjà, avec ma petite amie allemande à l'époque, et je l'ai vue beaucoup en vacances. Alors, on a passé beaucoup de temps ensemble, ou bien en Allemagne, ou bien aux Pays-Bas. Quelle autre langue Ah non, quant à l'anglais, je l'ai appris et perfectionné surtout chez moi. Euh, mais écoutant beaucoup de livres sonores, beaucoup de podcasts. J'ai eu une amie anglophone ici aux Pays-Bas. Alors là, j'ai eu beaucoup de pratiques, mais pas tellement en voyageant. Hmm. Et si les auditeurs qui nous écoutent voilà, ont envie de voyager, est-ce que tu leur conseilles quand même plus d'apprendre la langue avant d'arriver dans le pays, d'anticiper un peu, ou de... Si c'est possible, vaut mieux anticiper, non? Oui.
Oui, je dirais avant, pour la raison que j'ai déjà mentionnée, mais qui dépend un peu de la personnalité, tu as dit. Je crois que si tu vas à un pays avec une connaissance nulle de la langue, je crois que la courbe d'apprentissage n'est pas très, comment le dire en français, proclive, je ne sais pas. Tu veux dire que on va pas faire on fera pas beaucoup de progrès, c'est ça que tu veux dire? Oui, exactement. Alors, je vais le répéter. Je crois que si on va à un pays avec une connaissance nulle de la langue, le progrès au début sera très lent. Parce que chaque mot est nouveau, chaque phrase est difficile, chaque conversation est très pénible. En revanche, si tu as appris un peu déjà, ça te permet d'avoir des conversations plus fluentes, plus utiles, plus riches, et plein de nouveaux mots que tu écoutes ils s'ajoutent à un vocabulaire que tu as déjà. Je ne sais pas bien comment le dire, mais j'espère que tu me comprends. Oui. Je crois que ce que tu veux dire, c'est que si on part pas de zéro, on aura des choses sur lesquelles s'appuyer. Et ça sera moins fatigant. Exactement, oui. Merci. Oui, c'est ça. D'accord. Eh ben, merci beaucoup Gaston pour d'avoir partagé aujourd'hui ton expérience. Est-ce que tu as une dernière petite chose que tu aimerais partager avant la fin du podcast? Je ne sais pas si ce sera utile pour ton podcast, mais je veux dire que, eh bien, j'ai mentionné déjà que j'ai avec le français un rapport un peu d'amour-haine, et en partie, c'est parce que mes livres Lingot et Babel ont été traduits à beaucoup de langues européennes et même asiatiques, mais pas au français. Et c'est une source de frustration. Il y a eu plusieurs maisons d'édition françaises à Paris et en province qui se sont intéressées, mais au final, ils l'ont rejeté. Et bien sûr, ils ont le droit de le faire, mais je ne m'explique pas pourquoi les Suédois et les Espagnols et les Russes et les Chinois ont voulu publier mes livres et les Français, non. Je ne m'explique pas. Bon, écoute, comme les auditeurs qui écoutent ce podcast ont envie d'apprendre une nouvelle langue, il y a de fortes chances pour que ça soit, que ton livre ait été écrit dans cette langue-là. Ça leur fera une bonne occasion d'apprendre. Ça, c'est vrai. On les a publiés en 15 langues, je crois. Voilà, ils sauront par quoi commencer. Merci, et puis bravo pour ton français, parce que c'était la première interview que tu faisais en français, hein, c'est ça? Oui, c'est vrai. Et merci de m'inviter. J'ai beaucoup aimé faire ça. Merci. Je pense que grâce à Gaston, vous avez compris que chaque personne a sa propre méthode d'apprentissage, voilà, et en fonction de sa personnalité, n'aura pas envie de faire les choses de la même façon. Pour soutenir le podcast, je vous invite à laisser un commentaire, cliquez sur les étoiles si c'est avec Apple Podcast, et surtout, dans les commentaires, dites-moi quelles questions vous aimeriez que je pose aux prochains invités. Voilà, comme ça sera l'occasion pour vous d'avoir vos réponses. Je vous dis à lundi prochain.